Suite ce matin de notre série sur Emmanuel Kant, géant moderne de la philosophie, en l'honneur du 300e anniversaire de sa naissance. 4e épisode, faut-il rendre la politique morale ? Je rappelle que pour cette série, nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine qui propose un très beau numéro hors série sur Emmanuel Kant. Rendre la politique morale, c'était clairement un désir de Kant, formulé comme tel dans l'appendice d'un opuscule qu'il a publié en 1795, Projet de paix perpétuelle. Il reste à savoir ce que cela veut dire. Nous verrons qu'une chose est centrale dans ce texte, le souci de Kant d'améliorer le droit, de rendre celui-ci toujours plus respectueux des personnes. Pour autant, beaucoup de penseurs considèrent que le droit n'est pas le tout de la politique et que la politique ferait bien d'être abordée d'une façon générale comme un champ différent de celui de la morale. Il vaut la peine de discuter un peu avec Kant sur ces sujets. Notamment, l'une des questions qui traverse son œuvre est celle de la légitimité du mensonge que Kant récuse absolument, qu'il concerne les gouvernants ou les gouvernés. Personne n'a le droit de mentir. On pourrait peut-être y réfléchir plus avant pour éclairer d'ailleurs la position exacte de Kant. Nous avons donc fait appel pour cet épisode à deux spécialistes de Kant et des questions politiques. Bonjour Antoine Grandjean. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Lille. Vos travaux sur Kant sont très nombreux, nous en donnons les références sur notre site. Vous venez notamment de rééditer au PUF l'opuscule de Kant de 1797, intitulé « Sur un prétendu droit de mentir par humanité », où Kant répond à un texte de Benjamin Constant, mais vous nous apprenez que Constant n'avait pas en réalité visé Kant dans son texte, querelle un peu forcée donc par les éditeurs, mais querelle qui néanmoins demeure instructive sur la position kantienne concernant le mensonge. Et bonjour Jean-François Kervégan. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie morale, de philosophie politique et de philosophie du droit. Vous avez écrit entre autres sur Kant et je renvoie là encore à notre site pour les références. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors, puisque l'émission d'aujourd'hui s'intitule « Faut-il rendre la politique morale ?», écoutons d'entrée de jeu un texte de Kant qui utilise cette expression, la notion de politique morale. C'est un passage de l'appendice numéro 1, pour être précise, de son Projet de paix perpétuelle de 1795, passage lu par notre réalisateur Riyad Kera. Je puis bien me représenter une politique morale, c'est-à-dire un homme qui conçoit les principes de la politique comme conciliables avec la morale, mais non un moraliste politique qui se fabrique une morale à la convenance des intérêts de l'homme d'État. Voici le principe qu'adoptera la politique morale. S'il se rencontre dans la constitution de l'État ou dans les relations avec les autres États quelques vices qu'on n'a pas pu empêcher de se produire, que ce soit un devoir, notamment pour les chefs d'État, de prendre garde à la façon dont on pourra le corriger au plus tôt et le rendre conforme au droit naturel, tel qu'il se trouve devant nos yeux comme modèle dans l'idée de la raison, quand bien même il en coûterait des sacrifices à leur égoïsme. On entend dans ce texte de Kant que l'un des enjeux de la politique morale serait de trouver des dispositifs pour que les chefs d'État, les gouvernants, soient empêchés de laisser libre cours à beaucoup de leurs vices, car il arrive qu'ils en aient. Est-ce que ça signifie que l'outil essentiel pour Kant de la politique morale, c'est le droit, un droit qui passerait au-dessus en quelque sorte du pouvoir politique ? Jean-François Kervégan. Alors, je me permets de commencer en rectifiant légèrement la traduction du texte. Je vous en prie. Parce que Kant, en réalité, ne dit pas une politique morale, mais un politicien moral. Les deux fois. Et c'est un petit peu différent. Évidemment, la politique est menée par le politicien, mais en l'occurrence, il pose la question de ce que serait la détermination d'un politicien qui agirait moralement. Alors, cette distinction qu'il fait entre le politicien moral et le moraliste politique, elle est un peu confuse. Enfin, je ne suis pas certain que Kant ait choisi la bonne terminologie pour
exprimer ce qu'il pense. En réalité, l'ensemble des deux appendices du texte sur la paix perpétuelle le montre clairement. Par politicien moral, il entend le politicien qui, dans son action, se confirme rigoureusement au principe du droit. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises dans la suite du texte, Kant précise la morale, entre parenthèses, en tant que doctrine du droit. Autrement dit, et ça c'est un point important, on va peut-être en reparler ensuite, Kant entend par morale un ensemble de normes qui sont pour une part juridiques, pour une part éthiques. Ce que nous appelons morale, Kant l'appelle éthique. Est-ce que ce n'est pas vertu qu'il dit? Doctrine de la vertu? La doctrine de la vertu, mais il l'appelle aussi Sittenlehre, donc doctrine des mœurs ou éthique. D'accord. Et une confusion a été introduite par Hegel, après coup, puisque Hegel a reconfiguré la terminologie. Kant considère, et il s'en explique très clairement dans la métaphysique des mœurs, qui est légèrement postérieure au texte sur la paix perpétuelle, Kant considère que la morale est en quelque sorte le genre dont le droit et l'éthique sont les deux espèces. D'où doctrine de droit, doctrine de la vertu. Alors que Hegel, lui, va remodeler la terminologie en prenant le mot éthique, Sittlichkeit, comme étant le concept générique dont le droit et la morale sont en quelque sorte des prérequisites. Ça complique les choses, mais chez Kant, ça me semble tout à fait clair, dans ce texte et dans l'ensemble de sa pensée, surtout dans la dernière étape de son œuvre, la morale à laquelle le politique doit soumettre son action, c'est la morale en tant que droit. Et d'ailleurs, dans le passage qui vient d'être lu, il dit bien le droit naturel. Donc, les principes rationnels, disons, de tout système juridique possible. Antoine Grandjean, il y a donc du droit naturel pour Kant. Il fait partie des philosophes qui croient que ça existe, qu'il y a des grands principes qui doivent gouverner le droit. Et donc, il faut que le droit positif, le droit concret dans une société, obéisse à ces principes. Et est-ce par là, en mettant des principes de droit qui encadrent les gouvernants, qu'on peut imaginer rendre les politiciens et la politique plus moraux? Alors, comme Jean-François Kervégan vient de l'indiquer, la morale dont il est question ici, c'est le droit, c'est pas l'éthique, c'est pas ce qui s'enquiert de la qualité de nos intentions, mais simplement, au fond, de la conformité de nos conduites, de nos actions, et en l'occurrence, des conduites des gouvernants, si l'on veut, de la conformité de cette conduite à un certain nombre de principes rationnels qui nous disent comment nous devons nous comporter. Et ce qui confirme ça dans le texte, c'est que les vices dont il est question ne sont pas les vices des gouvernants, c'est les vices de la constitution de l'État et des rapports internationaux, c'est-à-dire des défauts juridiques. C'est de cela qu'il est question. Et donc, selon Kant, en effet, il y a des normes rationnelles, c'est ce qu'il appelle le droit naturel ici, il y a des normes rationnelles universelles et nécessaires que nous pouvons connaître a priori, indépendamment de l'expérience, qui s'imposent, au fond, à nos rapports interhumains, aux rapports que nous entretenons les uns avec les autres, à ce que notre conduite fait aux autres avec lesquels nous sommes en rapport. Et ce sont ces normes rationnelles qui définissent un droit naturel auquel, en effet, le politicien moral entendrait donc conformer son type de gouvernement. Ouais. Alors, donc, Kant dit explicitement, je cite, toujours dans le projet de paix perpétuelle, il faut viser une amélioration du droit au lieu d'éterniser la violation du droit. Il écrit aussi, les maximes politiques ne doivent pas avoir pour origine le bien-être ou la félicité espérée pour tout état de l'application de ces maximes, mais au contraire provenir de la pure notion du devoir de droit, devoir, Sollen, dont le principe est fourni a priori par la raison pure, donc la raison pure pratique.
Concrètement, Jean-François Kervégan, ça veut dire qu'il faut installer des droits des personnes, des droits de l'homme. La Révolution française a eu lieu au moment où Kant écrit ces lignes. Préserver quoi? Le droit de propriété, le droit de s'exprimer librement. Quels sont le droit d'avoir des gouvernants qui rendent des comptes, ce qui veut dire une lutte par le droit contre la corruption, par exemple. C'est ça le droit qui permet de faire que le champ politique devienne plus moral à terme pour Kant. Oui, je me permets de rajouter une citation à celle que vous avez faite parce qu'elle est tout à fait significative du sens de son propos. C'est à la fin du deuxième appendice. Kant dit « Le politique moral, le politique tel qu'il devrait être, ne devrait pas faire un pas sans plier le genou devant l'idée du droit. » Donc c'est bien un idéal de juridicisation de la politique. Maintenant, s'agissant alors des devoirs et des droits individuels, Kant, ça c'est dans la doctrine du droit, distingue, mais il n'est évidemment pas l'inventeur de cette distinction, entre droit privé et droit public. Et il considère que les principes du droit privé ont une validité indépendante de l'existence et de la forme de l'État. En clair, les règles du mien et du tien ne sont pas dépendantes du fait qu'on vive dans une monarchie, dans une démocratie, dans une aristocratie. Ces principes existent, mais effectivement, le droit public et la politique qui se conforme aux principes du droit public a pour tâche fondamentale, pour ce qui est de la politique intérieure, de rendre effectifs ces principes abstraits du droit privé, c'est-à-dire de faire en sorte que le mien et le tien, le partage du mien et du tien, les droits de chaque individu soient effectivement respectés. Sur ce point, est-ce qu'on peut dire que Kant n'est pas simplement dans le prolongement de la pensée libérale politique moderne? Je pense évidemment à John Locke et à l'évolution de l'Angleterre qui a fait passer un Bill of Rights en 1689. En 1690, Locke écrivait les 2 traités du gouvernement civil. Il disait bien cela, qu'il fallait qu'un certain nombre de grands principes juridiques soient reconnus par le pouvoir politique, qui doit les respecter, et en particulier le respect du droit de propriété, puis aussi d'autres libertés. Bon, il ne faisait pas, lui, comme un Anglais, de distinction entre droit privé et droit public, mais enfin, il y a un tas de libertés qui devaient, pour les libéraux anglais, être respectées par le pouvoir. C'est différent chez Kant? C'est pareil? Kant s'inscrit clairement dans la continuation des principes fondateurs du libéralisme. Vous avez cité Locke, on pourrait citer aussi Montesquieu. La grande différence, me semble-t-il, et c'est dans ce texte sur la paix perpétuelle que cela apparaît, c'est que Kant considère que n'importe quelle forme d'organisation du gouvernement n'est pas susceptible de faire également respecter les principes fondamentaux du droit. Et c'est là qu'intervient sa théorie du gouvernement républicain. La République n'étant pas, selon lui, une forme de gouvernement à côté d'autres, mais une modalité d'exercice du pouvoir qui devrait être la règle de tout gouvernement, qu'il soit par ailleurs monarchique ou autre. Alors là, Kant est prudent, comme toujours, parce qu'il sait qu'il ne peut pas écrire n'importe quoi dans la situation politique qui est celle de la Prusse de la fin du XVIIIe siècle. Donc il est extrêmement prudent dans ses mots. Mais sa théorie du gouvernement républicain, et là, c'est, si vous voulez, à mon avis, le grand apport par rapport aux penseurs libéraux précédents. Cette idée que la séparation des pouvoirs et le respect des droits fondamentaux sont le critère d'un mode républicain de gouverner. Antoine Grandjean. Il y a à la fois donc une parenté, si l'on veut, avec cette perspective libérale moderne, mais aussi une différence, me semble-t-il, c'est que, au fond, comme ça vient d'être rappelé, Kant distingue entre le droit privé, si on veut, le droit de l'individu, et le droit public, au sein duquel il distingue encore le droit politique et le droit cosmopolitique. Et au fond, s'il y a un sens pré-politique du droit, parce que l'individu est porteur de droits, le règne de ces droits de l'individu est impensable en dehors d'une politique qui
toutefois, n'a pas seulement du coup un sens instrumental. Et c'est ça la différence d'avec, me semble-t-il, le libéralisme à la Locke, c'est que l'État doit faire respecter les droits des individus, mais que sa signification ne s'épuise pas dans cette fonction. Au fond, le droit politique, son incarnation dans un État, c'est une fin en soi pour Kant. C'est-à-dire que, et ça rejoint ce que vous disiez sur la distinction entre le droit et le bien-être d'une certaine manière, au fond, l'État n'est pas d'abord là pour assurer, par exemple, le bien-être des individus. Si on le traduit politiquement, en général, dans l'histoire, le fondement rationnel de l'État, c'est le désir de sécurité. Au fond, Kant explique que ce qui est en jeu dans la politique, c'est d'abord la liberté. Et c'est ça qui fait de la politique une fin en soi, et pas simplement un moyen pour les désirs des individus. Et ça se traduit assez concrètement lorsqu'on doit parfois arbitrer entre ce qui garantirait une sécurisation maximale des individus et ce qui ne doit jamais enfreindre un principe de liberté. Lorsque on doit choisir entre les deux, c'est la liberté qu'on doit choisir, et pas la sécurité, par exemple. Non, j'ai envie de dire... C'est quand même plutôt du Locke que du Hobbes, mais c'est vrai que... c'est ni l'un ni l'autre. Il y a quand même... en tout cas, c'est intéressant qu'on reprenne ce problème de la filiation de Kant dans le libéralisme politique moderne. Et vous avez été très clair sur l'apport qui est celui de Kant. Alors, il y a une question précise sur laquelle j'aimerais vos lumières. Kant écrit qu'il faut obliger, finalement, donc, par le droit, si j'ai bien compris, les politiciens ou le personnel politique à une certaine publicité de leurs actes. Qu'est-ce que ça veut dire, Antoine Grandjean ? Les obliger par le droit, c'est-à-dire que comme ce sont eux qui instituent, au fond, les moyens de faire respecter l'obligation, on peut difficilement les obliger, mais ils sont soumis à une obligation rationnelle, et au fond, ce que soutient Kant, c'est qu'ils doivent... au fond, ils doivent, d'une certaine manière, pouvoir expliciter, au fond, leur comportement comme gouvernants. C'est ça l'exigence de publicité. Ils doivent pouvoir expliciter. C'est-à-dire qu'une bonne décision politique, c'est une décision qui non seulement peut être publiée, mais qui, pour produire ses effets, le doit. Cette exigence de publication, c'est une exigence qui garantit, d'une certaine manière, le caractère juridique du comportement politique, parce que, au fond, si quelque chose doit pouvoir être dit de manière explicite, cela implique que, nécessairement, tout le monde doit pouvoir être d'accord, implicitement, vous voyez. Et cette exigence que chacun puisse se reconnaître dans les actes du gouvernement, c'est l'incarnation, pour Kant, de la souveraineté populaire. Que chacun puisse se reconnaître dans les actes du législateur. C'est ce qui garantit que le peuple puisse se considérer comme souverain. Et donc cette exigence de publicité, ici, c'est ce qui permet de garantir la juridicité, le caractère conforme au droit des actes politiques. Alors on va prolonger cette discussion sur la publicité des actes politiques. Jean-François Kervégan, vous nous donnerez votre analyse de ce propos kantien. Est-ce que cela renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui la transparence ? Est-ce différent ? Je voudrais introduire un exemple pour pouvoir mener cette discussion. Vous savez bien, comme moi, que souvent est critiquée l'exigence extrême d'une transparence complète du pouvoir. Quand François Hollande, président de la République, avait révélé la dernière année de son mandat avoir autorisé des homicides ciblés dans son livre d'entretien avec les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet, beaucoup lui ont reproché cet aveu jugé inutile et dommageable. D'ailleurs, on peut dire que le livre même de Gérard Davet et Fabrice Lhomme avait pour titre une phrase ambiguë, voire une antiphrase. Un président ne devrait pas dire ça, tel était le titre. Je vous propose d'écouter Fabrice Lhomme en 2016 parler de son livre, défendre en effet une certaine idée de la transparence. Il était interrogé à la librairie Mola.
nous, ce qu'on pense vraiment, pour fréquenter les hommes politiques depuis des années ou des dizaines d'années, et pas toujours dans les meilleures situations pour eux, nous, on pense qu'effectivement, la politique française mérite plus de transparence. Ça ne veut pas dire une transparence totale. D'un autre côté, la transparence, oui, elle est nécessaire sur un certain nombre d'aspects. Et puis, il y a une autre forme de transparence qu'on essaye effectivement de mettre en œuvre dans ce livre. C'est simplement, et ça paraît quand même élémentaire, de savoir et de vérifier si des hauts responsables publics, et quel plus haut responsable que le président de la République, tiennent des discours de vérité, mettent en rapport leurs actes avec leurs pensées, et même simplement leurs pensées avec leurs paroles publiques. Vous entendiez donc là Fabrice Lhomme défendre une certaine idée de la transparence. Lorsqu'il a publié avec Gérard Davet, un président ne devrait pas dire ça. De même, le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Michel Sapin, en novembre 2016 sur France Info, n'employait pas exactement le même vocabulaire, mais semblait défendre les propos assez transparents de François Hollande dans ce livre. Regardez, je voyais aux États-Unis, il y a juste, je crois, hier, a été annoncé clairement, a été dit qu'une opération avait été menée, je ne sais plus si c'est au Yémen ou pour, comme on dit, éliminer un responsable d'Al-Qaïda. Aux États-Unis, on le dit, on dit les choses. En France, on ne le dit pas. On dit les choses. Je ne vois pas ce qu'il y a de gênant. La France est engagée, la France combat des ennemis. Ces gens-là sont ceux qui, peut-être, oui, ceux-là sont ceux qui avaient commandité des attentats ou qui avaient voulu enlever ou qui avaient enlevé des Français. La France se défend. Donc c'est une nouvelle doctrine et il n'y a plus de secret défense. Je veux dire par là que les faits dont vous parlez et qui sont commentés avec toute la souplesse de langage que l'on connaît à l'ancien président de la République ne sont pas de la nature de ces secrets défense qui sont protégés et qui ont raison de l'être. Alors, évidemment, je suis intéressée de savoir ce que vous en pensez, vous, personnellement, Antoine Grandjean et Jean-François Kervégan, mais auparavant, j'aimerais savoir ce que, d'après vous, Kant en penserait. Est-ce que ce genre d'aveu, on a autorisé des homicides de la part d'un président de la République, ça rentre dans la publicité telle que Kant la pense et la défend? Jean-François Kervégan. Alors, je pense que si on essaye d'imaginer ce que Kant aurait répondu à cette question, le raisonnement aurait peut-être été le suivant. Quelles sont, je prolonge ce qu'a dit Antoine Grandjean précédemment, quelles sont les raisons qui font que je décide tel acte politique? Et ce sont ces raisons qui doivent faire l'objet d'une publicité. C'est-à-dire, je dois pouvoir expliciter les raisons pour lesquelles j'ai fait tuer ce bonhomme, considéré comme un criminel, etc. Si ces raisons sont publiquement défendables, alors peut-être que oui. En revanche, si ces raisons ne sont pas publiquement défendables, si mon action n'est explicable qu'à partir d'arrière-pensées qui ne peuvent pas être dites, alors cette action n'est pas justifiable. Et les exemples que prend Kant dans le texte, il prend une série d'exemples. Oui. Et il dit, bon voilà, là on voit clairement que, par exemple, est-ce que j'ai le droit de faire tuer mon adversaire politique, d'assassiner mon adversaire politique pour éviter qu'il prenne ma place? Eh bien, il suffit de se poser la question, dit Kant, est-ce que je peux le dire publiquement? Évidemment non. D'ailleurs, si je le disais, mon adversaire prendrait des mesures pour éviter que ça arrive et éventuellement pour renverser la situation. S'il n'est pas encore mort. S'il n'est pas encore mort, oui. Et justement, si j'étais obligé de d'énoncer publiquement les raisons pour lesquelles je veux commettre un acte, alors les questions se résoudraient d'elles-mêmes. Antoine Grandjean, j'en conclus, pardon si c'est trop hâtif ou excessif, vous me corrigerez, mais de ce que vous dites, Jean-François Kervégan, je conclus qu'au fond, dire j'ai autorisé des homicides, clairement des gens qui avaient été compromis dans le terrorisme contre la France, enfin c'est souvent cela, c'est tout à fait normal et avouable de la part d'un président de la République de le dire comme ça, c'est pas du tout un problème. Alors, je crois que, comme Jean-François Kervégan vient de l'expliquer, hein, la question de Kant, c'est pas tant, au fond, est-ce que dire que j'ai commandité, enfin, j'ai ordonné, au fond, j'ai commandé
la mise hors d'état de nuire de telle ou telle personne, son assassinat, enfin, assassinat, du coup, le terme n'est peut-être pas légitime, mais bon, ce n'est pas tant ça la question de Kant. La question de Kant, c'est de dire que la position de principe qui m'a conduit à telle ou telle décision, elle doit pouvoir être énoncée. Et alors, si elle peut être énoncée, alors l'ordre qui a été donné est légitime. Oui, la question, c'est pas tant... et ça rejoint la question de la transparence, la question, c'est pas tant que le gouvernant doive pouvoir dire tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il fait faire. Enfin, si, la question, c'est pas qu'il dise tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il fait faire, mais c'est qu'il puisse dire pourquoi il fait faire tout ce qu'il fait faire. Et c'est ça la vraie question pour Kant. Et donc ça, c'est pas de la transparence, parce qu'au fond, les gouvernants n'ont pas à dire tout ce qu'ils font faire. C'est pas ça. Ça, ce serait de la transparence. La publicité, c'est pas ça. C'est pouvoir dire publiquement en vertu de quoi on agit. Donc si un président de la République disait il y a des gens qui ont participé à des actes terroristes contre la France et je trouve légitime que moi, l'exécutif, donc normalement le droit de tuer, il est quand même décidé par le judiciaire dans un moment où il est validé ou non, et en général il n'est pas validé. Là, l'exécutif tout seul prend cette décision. Là, en donnant les raisons, il n'y aurait pas de problème. C'est ça que vous dites. D'un point de vue kantien, ça peut s'entendre. Oui, au fond, la règle de conduite qui serait à l'arrière-plan, ce serait de dire, écoutez, au fond, s'il y a des individus, en l'occurrence, qui menacent les droits de la communauté de manière radicale, alors les conséquences que j'en tire sont légitimes. Et au fond, c'est ça la position kantienne, c'est de dire, c'est la position de principe qui doit pouvoir être énoncée, encore une fois. Et après, il faut être conséquent d'une certaine manière. Il faut être conséquent. Et donc, ce ne serait pas un problème pour Kant, je pense, que de raisonner ainsi. Le problème serait de dire, j'ai fait faire telle ou telle chose, et je ne peux pas le dire. Parce qu'au fond, si je le dis, ce que j'ai fait faire ne produirait pas ses effets. Jean-François Kervégan, vous vouliez encore réagir sur ce point, sur l'argumentation qui serait valable du point de vue de Kant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Antoine Grandjean. Et encore une fois, ce sont les raisons de l'agir qui doivent pouvoir être exposées publiquement. Mais dans le cas de cet exemple, si l'homme politique peut montrer avec suffisamment de vraisemblance que la non-commission de cet acte, effectivement, extrajuridique, s'appelle exécution extrajudiciaire, on appelle cela, que la non-commission de cet acte mettrait en cause, par exemple, l'ordre républicain, c'est-à-dire la forme même de notre vivre ensemble, parce que, par exemple, les individus en question organiseraient des attentats qui risqueraient peut-être de conduire à mettre en place une sorte de dictature. Alors, pourquoi pas ? Bon, je crois que c'est clair. Je vous remercie pour ces explications. Nous venons de parler un peu de la dissimulation, de la publicité, de la transparence, du possible mensonge qui concerne les gouvernants. Je vous propose maintenant d'élargir ce problème du mensonge à tout le monde, à tous les individus, car il y a une polémique célèbre sur laquelle vous avez apporté pas mal d'éléments d'éclairage, Antoine Grandjean, dernièrement. Il se trouve que Kant a répondu en 1797, si je ne me trompe pas, à Benjamin Constant, penseur français, exilé suisse et français, exilé en Suisse. Plus tard, il sera exilé en suivant Madame de Staël, ce sera sous l'Empire. Mais Constant a une vraie vie européenne. On peut penser quand même qu'il avait lu pas mal de penseurs allemands, étrangers. Et Constant a dit, non mais de temps en temps, on a le droit de mentir, ce n'est pas un interdit absolu. Vous nous expliquerez ce qu'il disait. Et Kant lui a répondu, les éditeurs, semble-t-il, de Benjamin Constant, ont mis une note en disant, le philosophe allemand que vise Constant est Kant. Mais dites-vous, c'est pas du tout certain que Constant ait visé Kant. Au passage, j'ai là une question, mais qui viserait-il d'autre que Kant ? C'est peut-être pas aberrant non plus que les éditeurs aient suggéré une allusion probable à Emmanuel Kant. Alors, c'est une controverse qui est extrêmement célèbre, qu'on présente comme la controverse entre Benjamin Constant et Kant. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'était une controverse de Kant avec
Benjamin Constant et non pas de Benjamin Constant avec Kant. C'est-à-dire que c'est pas Constant qui a lancé cette controverse, parce qu'en effet, Benjamin Constant, dans ce texte qui s'appelle Des réactions politiques, et au fond, ce qui intéresse Constant dans ce texte, c'est d'abord la politique et le droit, en effet. Ce que dit Constant dans ce texte, c'est qu'au fond, l'absolutisme des principes, dont Kant est bien sûr un exemple, conduit, si on ne trouve pas des principes d'application qui sont des principes intermédiaires, à des absurdités dans la politique et aussi dans la morale au sens de l'éthique, la morale au sens courant. Et l'exemple qu'il prend concernant la morale au sens courant, c'est l'exemple du mensonge. Et il dit, si on s'en tient simplement au principe d'exigence absolue de sincérité, on est conduit à des conséquences absurdes. Par exemple, comme le soutient un philosophe allemand, si quelqu'un qui est innocent et qui est poursuivi par un meurtrier en puissance se réfugie chez moi, et que ce meurtrier en puissance frappe à ma porte et me demande si je cache celui qu'il poursuit, alors je devrais le lui livrer, c'est-à-dire le livrer à la mort. Bien. Selon le philosophe allemand. Selon le philosophe allemand. Qui, dites-vous, n'est peut-être pas Kant. Ah, je dis même que c'est absolument certain que ce n'est pas Kant. Bon, et au fond, le traducteur allemand de Benjamin Constant, qui lui vit à Paris, qui vit de traduction, d'échanges, de transferts culturels, met une note en disant « Benjamin Constant m'a dit que c'était Kant ». Bon. Et donc voilà, ça s'apparaît dans la traduction allemande. Et Kant, qui lit cela, dit « j'ai dû dire ça quelque part, mais je ne sais plus où, et je maintiens ». Mais c'est pas complètement aberrant qu'il se soit senti visé, non ? Je finis. C'est absolument pas aberrant. Simplement, il n'était pas visé. C'est-à-dire que, il n'a jamais dit ça nulle part, jamais. C'est le premier élément factuel, quand même. Constant, vous voulez dire, oui. Constant n'a jamais dit ça. Il dit, j'ai dû dire ça quelque part, je ne sais plus où. Il n'a jamais dit ça nulle part, premièrement. Et en revanche, un philosophe allemand, dont cet exemple traîne d'ailleurs dans les manuels de l'époque, dans les manuels philosophiques de l'époque, a dit ça. Et cette personne, c'est Michaelis, qui n'est pas très connu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il n'est pas nommé, je pense, par Constant. C'est un philosophe allemand, mais ce n'est pas quelqu'un de premier plan, si vous voulez, à l'époque. Et Kant a lu ce texte 4 ans avant. Et donc, ça doit, en effet, traîner dans son esprit, d'autant que, en effet, ça correspond à son ethos philosophique, puisque c'est une position absolutiste. Et donc, d'une certaine manière, Kant, qui a lu ce texte, qui, d'une certaine manière, y a reconnu son esprit philosophique, dit « j'ai dû dire ça quelque part, mais je ne sais plus où, et je maintiens ». Et c'est ça le début de la controverse, car il va être conduit à maintenir une position qu'il n'a jamais formulée, en s'insérant dans un débat dont il n'a pas du coup fixé les termes, mais dont Constant a fixé les termes. Et ce qui est intéressant, en dehors de ce point factuel qui est quand même assez important, vu que c'est une controverse qui est toujours évoquée dans tous les cours de philosophie morale, dans bien des discussions de philosophie morale, ce qui est intéressant, en dehors de ce point factuel, c'est de se demander ce que ça fait à une philosophie de s'insérer dans un débat dont elle n'a pas produit les termes. Parce que ça produit parfois un raidissement des positions, puisqu'on est conduit à épouser, encore une fois, les coordonnées d'une discussion qui ne proviennent pas de l'œuvre en question. Raidissement donc possible, d'après ce que j'entends de ce que vous dites, de Kant lui-même, qui en répondant à Constant, qui ne s'adressait pas à lui, aurait raidi, peut-être, c'est de cela que je voudrais qu'on parle maintenant, sa position qu'il n'avait jamais autant explicitée auparavant, à savoir, on ne peut jamais mentir, et ça a souvent été moqué. Je vous propose, sans aucune référence à Benjamin Constant, d'écouter un extrait de L'homme irrationnel de Woody Allen, ce film de 2015 qui met en scène un prof de philo qui évoque Kant, en fait pour lui casser la figure sur ce sujet. Écoutez. So, Kant would argue that in a truly moral world, there's absolutely no room for lying. Kant avancerait que dans un monde véritablement moral, il n'y a absolument pas de place pour le mensonge. Et un mensonge, si petit soit-il, détruirait son sacro-saint impératif catégorique. Donc, selon Kant, si un assassin entre dans votre maison, dans le but de tuer l'homme qui se cache à l'étage et qu'il demande où il se trouve, vous seriez obligé de lui dire. Dans ce monde parfait, vous n'auriez pas le droit de mentir. I can
see the logic that if you open the door, even just a crack, you accept the world where lying is permitted. Il y a une certaine logique à dire que si on en trouve la porte, ne serait-ce que d'1 millimètre, on accepte un monde où le mensonge est permis. Okay, then you'd say if the Nazis came to your house hiding Anne Frank and her family. Ok, dans ce cas, vous diriez que si les nazis venaient chez vous alors que vous cachez Anne Frank et sa famille, et qu'ils demandaient s'il y a quelqu'un dans le grenier, vous diriez, il y a les Frank, ils ont là-haut? I doubt it. Ça m'étonnerait. Because there's a... Parce que il y a une différence entre un monde théorique basé sur un verbiage de merde philosophique and real life. et la réalité de la vie. Vous me suivez? La vraie existence cruelle et immonde, qui engendre cupidité, haine et génocide. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation du problème dans ce film de Woody Allen qui est censé faire sourire, hein, c'est pas un séminaire, mais quand même ça nous permet de poser l'état du problème chez Kant sur le droit de mentir. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Kervégan? Bon, Woody Allen, dans ses propos, ne fait que redire quelque chose qui a été dit maintes fois. Par exemple, dans sa présentation de son excellente traduction, Antoine Grandjean cite à 2 reprises notre collègue et, en ce qui me concerne, ex-camarade d'études, André Comte-Sponville, qui reprend exactement ce propos avec toujours le même exemple, les nazis, le SS à ma porte, le juif qui est caché, Yankelevitch lui-même, et voilà, c'est une vieille histoire. Alors je crois que ce que l'on peut... D'abord, une petite parenthèse. J'avoue ne pas être totalement convaincu par les raisons qu'Antoine Grandjean a données. Tout le reste, sa présentation explique magnifiquement les enjeux du texte et ses conséquences. C'est-à-dire la réponse pour que les auditeurs comprennent, si jamais ils viennent juste d'arriver. L'hypothèse sur le fait que en réalité, le philosophe allemand ne serait pas Kant, mais Michaelis, que quand même personne ne connaissait, j'en suis pas certain. C'est vrai que Germaine de Staël n'avait pas encore publié de l'Allemagne. Ah bah non, c'est bien plus tard. Oui, quelques années plus tard. C'est 1802, si je me trompe. Enfin bref. Mais la réputation de Kant était connue comme le philosophe allemand en France à cette époque. Donc il n'est pas invraisemblable que sur la base de cette réputation, Constant ait pu lui prêter des propos. Mais peu importe, ça ce sont des détails qui intéressent les historiens de la philosophie que nous sommes aussi. Sur le fond, au fond, ce que l'on ne comprend pas quand on fait ce type d'objection que Woody Allen, que Yankelevitch et d'autres adressent à Kant, c'est encore une fois la distinction entre le plan moral ou le plan éthique et le plan juridique. Car, en fait, il me semble que l'argument de fond de Kant à propos du droit de mentir est un argument juridique, à savoir tout acte juridique, et notamment, par exemple, un contrat. Oui. Un contrat passé entre 2 individus présuppose implicitement, on le sait depuis le droit romain, la bona fides, la bonne foi des contractants. C'est-à-dire, lorsque je passe un contrat avec quelqu'un, il est présupposé que j'ai l'intention d'accomplir ce à quoi je me suis engagé. Si cette clause disparaît, si je peux, lorsque je passe un contrat, avoir une réserve mentale et me dire j'observerai mes engagements si ça m'arrange, et si ça ne m'arrange pas, on oublie tout, alors plus aucun contrat n'est possible, car il ne peut plus y avoir de confiance entre les contractants. Et cet argument juridique est l'argument de fond de Kant pour expliquer que juridiquement, le droit de mentir est une impossibilité. Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Je crois qu'il y a 2 cas de figure. Il y a le cas où il y a un droit qui n'est pas trop mal, d'un pays républicain, avec un état de droit, où effectivement, normalement, les meurtriers, s'il est avéré qu'ils sont meurtriers, doivent être sanctionnés. Là, arrive un policier dans une maison, le meurtrier est protégé par l'hôte de cette maison, et là, quand dit, l'hôte de cette maison doit dire « oui, j'abrite un meurtrier, et je vous le donne, en quelque sorte ». Si le droit est, comme vous dites, correct, peut-être que ça justifie, quoique. Là, il y a la distinction entre morale et droit.
Mais le problème qu'on a, c'est le cas où le droit est une mascarade. Le droit nazi, le droit de certaines dictatures. Là, le droit est une mascarade. Est-ce que là, il n'est pas évident que le raisonnement ne peut pas être juridique pour l'hôte de la maison? Parce que donner quelqu'un à la Gestapo, ça n'a pas du tout le même sens que de le donner à une police républicaine pour sanctionner un crime. Il faut quand même distinguer ces deux cas. Et c'est vrai que, est-ce que Kant a pris en compte le cas où le droit est une mascarade? Si le droit est une mascarade, ce n'est pas du droit pour Kant. Donc, je pense que Kant considère que sur le plan moral, bien entendu, sur le plan éthique, sur le plan de la morale individuelle, bien sûr, il n'est pas question de dénoncer celui qui est injustement poursuivi, etc., etc. Le silence est une possibilité. C'est ce que Fichte, d'ailleurs, Antoine Grandjean le rappelle dans sa présentation, c'est ce que Fichte, de son côté, a dit. Le silence, quoi qu'il m'en coûte. Mais, encore une fois, l'argument principal de Kant est un argument juridique. Et, alors, en termes philosophiques, la position qui est généralement attribuée à Kant, c'est celle d'un déontologisme abstrait. Le devoir pour le devoir, point, etc. Or, en réalité, Kant n'est pas du tout indifférent aux conséquences de l'action. Il faut, dans mon raisonnement, que je prenne en compte les conséquences, mais toutes les conséquences. Et il donne un exemple. Voyons, j'ai dénoncé, entre guillemets, le fugitif qui est caché dans ma maison. Mais, entre-temps, le fugitif s'est échappé par la fenêtre et est sorti. Et donc, en réalité, je dis au poursuivant, il n'est pas chez moi, bon, il repart, il tombe sur lui. Et donc là, c'est moi qui, d'une certaine manière, si je leur avais dit il est là, ils auraient perdu du temps à le chercher, etc., etc. Ce que Kant montre, c'est que, enfin, me semble-t-il, c'est que si on s'engage dans le détail des conséquences, en l'absence de tout principe général, on ne s'en sortira jamais. Car tout peut arriver dans ces cas-là. Et... Bon. Antoine, franchement, vous n'êtes pas convaincu. Ah non, pas du tout. Par cet argument que s'il est sorti, à ce moment-là, ils vont tomber sur lui, plus que s'il est en même... Non, je crois qu'à un moment donné, il y a un problème. Et ce qui m'intéresserait, j'aimerais savoir, si vous ne pensez pas, Antoine Grandjean, qu'il faut distinguer déjà deux situations. Une situation où il y a un droit républicain à peu près correct du point de vue des principes de Kant, et une situation où le droit est une mascarade, une dictature, voire pire. C'est même plus radical que ça. De toute façon, la situation dont il est question, c'est que c'est un meurtrier en puissance qui poursuit un innocent. Donc de toute façon, il n'est même pas question de savoir s'il y a des forces de l'ordre en bonne et due forme. C'est pas des forces de l'ordre qu'il s'agit de livrer ou pas la vérité dont il s'agit, mais c'est un meurtrier en puissance. Donc c'est une situation qui est construite pour faire paraître la difficulté dont il s'agit. Mais avant de revenir sur ce point, concernant cette histoire historique, je ne veux pas m'attarder longuement, mais précisément, si Constant dit un philosophe allemand et pas Kant, alors qu'il connaît Kant, comme tout le monde à l'époque, d'une certaine manière, comme tous les intellectuels de l'époque, c'est précisément parce qu'il ne pense pas à lui. Alors qu'il cite d'autres philosophes connus. Il cite Burke, etc. Mais il dit un philosophe allemand. Bon, peu importe. Et simplement, ce qui est un fait indiscutable, c'est que Kant n'a jamais dit ça avant. Donc, mais là, il le dit en 97. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. En revanche, mais pas complètement, loin de là. Mais en revanche, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est de quoi il s'agit d'abord. Oui. C'est-à-dire que l'idée de Kant, c'est que ce qui ne doit jamais être relativisé, c'est une position de principe. C'est la position de principe, d'accord ? Et il est question, en effet, de droit, du droit. Lorsqu'il est question d'un droit de mentir. Donc droit, le droit de un mentir, sens de droit, c'est pas juste. Voilà, ça veut dire il n'est pas là alors qu'il est là. C'est ça, mentir, c'est ça. C'est un concept philosophique. Droit. Kant se situe ici dans l'ordre du droit. Or, droit de mentir, c'est strictement pour Kant contradictoire. Parce que, en effet, mentir, tromper, c'est ce qui est contraire au droit. Car, comme l'a dit Jean-François Kervégan, au fond, il n'y a pas de droit. Là où l'engagement, si vous voulez, pour être général, là où l'engagement devient une fiction. Or, il n'y a pas d'engagement non sincère. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire, vous voyez. Et
il y a des contrats entre personnes, il y a l'idée du contrat au fondement de l'État, et au fond, partout où il y a le droit, il faut pouvoir penser un engagement sincère. Partout. Et donc, droit de mentir, c'est strictement contradictoire, c'est un oxymore. Ensuite, la question, c'est de savoir, vous diffusez cet extrait du film de Woody Allen, alors, ce professeur est un très mauvais professeur, bien sûr, car, au fond, son argument, c'est de dire ce que Kant dit, c'est dans un monde idéal où tout va bien. Et précisément non. Et Kant est précisément quelqu'un qui n'a aucune illusion anthropologique. Hein. Ce qui caractérise l'homme, c'est le mal radical, etc., etc. Donc précisément, toutes les analyses de Kant, ce sont des analyses qui sont faites pour éclairer ce que nous devons faire dans un monde où l'homme est mauvais. Donc c'est précisément pas l'idée d'une abstraction idéale ou d'un optimisme infondé. Et donc ensuite, la question, c'est de savoir, donc tout ceci étant donné, hein, est-ce que dans cette situation, je suis en effet obligé, au fond, de livrer l'innocent à son poursuivant, quel qu'il soit, hein. Et donc la réponse de Kant, c'est de dire oui. Et là, c'est là que je pense que les coordonnées du débat produisent un raidissement de sa position, car dans d'autres textes, précisément, dans ses leçons de philosophie morale, etc., il reprend une distinction classique entre une parole intentionnellement fausse, en général, et un mensonge. Et un mensonge, c'est une parole intentionnellement fausse, interdite. Donc le mensonge, ça peut jamais être autorisé. C'est une catégorie morale. C'est pas une catégorie descriptive, vous voyez. Et Kant, dans ses textes, dit il y a des paroles intentionnellement fausses qui ne sont pas des mensonges. Et je pense que s'il ne s'était pas senti contraint de maintenir une position qu'il n'avait jamais en fait tenue, parce que Kant, c'est pas le genre de type à se dédire, s'il ne s'était pas senti contraint de maintenir une position qu'il en fait il n'avait jamais tenue, il aurait pu être plus souple dans ses distinctions conceptuelles. Il aurait pu dire, dans cette situation, dire intentionnellement le faux, c'est pas mentir. Et donc, répondre à Constant, non, il n'y a jamais le droit de mentir. Mais ça ne veut pas dire que je dois nécessairement livrer l'innocent à son poursuivant. Oui, si ce poursuivant est injuste. Vous êtes d'accord, hein, Jean-François Kervégan, un Kant moins raidi par la situation polémique aurait pu reconnaître que de temps en temps dire intentionnellement le faux, c'est-à-dire « Ah ben non, il n'y a personne chez moi, vous vous trompez », alors qu'il y a quelqu'un, un meurtrier en puissance, ce ne serait pas mentir. Il aurait pu le défendre dans une situation qui n'aurait pas été celle de la polémique. Ah, il le défend, pardon, dans d'autres textes. Ah oui, donc il le défend dans d'autres textes. Ou bien vous pensez que là, il y a une perfection argumentative dans cet exposé d'une position de principe chez Kant. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Alors, je crois effectivement qu'il y a une position de principe qui est réaffirmée, et comme Antoine Grandjean l'a dit, et que je l'avais dit également avant, pour des raisons qui tiennent à sa conception du droit, Kant ne peut pas... Le mensonge est incompatible avec le droit. Cela dit, je crains que l'argument consistant à dire... l'argument consistant à dire peut-être qu'il aurait pu s'exprimer autrement, mais il ne le fait pas, il raidit sa position. Et puis, surtout, l'argument consistant à dire ne pas dire dire une contre-vérité n'est pas un mensonge, ça risque de donner prise à des arguments anti-kantiens faciles. Vous préférez la raideur un peu, vous ? Comment ? Vous préférez qu'il reste un peu raide. Ça préserve la cohérence de la pensée kantienne ? Je crois que ça préserve la cohérence et en comprenant bien, et là je crois que nous sommes d'accord entre nous là-dessus, que Kant n'est pas indifférent aux conséquences. C'est-à-dire dans les débats philosophiques actuels, on oppose les conséquentialistes et les déontologistes, et on dit Kant c'est le prototype du philosophe déontologiste. C'est pas exact. Kant n'est pas du tout indifférent aux conséquences de l'action. Simplement, il faut penser toutes les conséquences et le rapport entre les conséquences et le principe de l'action. Et en gros, ce que pense Kant, c'est qu'on ne peut pas agir sans principe. Ah, ça c'est ça. On ne peut pas agir sans principe. Mais si on prend en compte toutes les conséquences, excusez-moi, mais dans certains régimes, il ne faut pas donner le type qu'on a chez soi.
à la Mais police si de je ce peux régime. revenir Non, je me sur, trompe. Donc si non, on mais examine les conséquences pour ne pas, en vérité, en tirer les conséquences, c'est un peu bizarre, non? Si on veut simplement, en tout cas, me semble-t-il, généralement, dire ce qui est en jeu, hein, c'est que au fond, les conséquences, c'est quand même le lieu de ce qu'on ne maîtrise pas intégralement. Oui, oui. Alors que les principes, oui. Et donc, au fond, c'est ça l'argument de Kant. Il retourne un peu le souci des conséquences mis en évidence par Constant en disant, d'accord, vous dites que les conséquences, c'est ce qui doit gouverner, au fond, les principes, sauf que les conséquences, précisément, je ne les maîtrise pas. Peut-être que le type est sorti. Alors, c'est pas très convaincant, parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas d'autre sortie, etc. Mais oui, c'est ça l'enjeu philosophique, c'est dire les conséquences, c'est quand même la contingence. Et parfois, les c'est pas principes, contingent. non. Parfois, on sait très bien ce qui va se passer si on le donne, le meurtrier. Alors, dans l'absolu, je ne suis pas tout à fait certain. On peut toujours imaginer rendre contingente une situation qui ne s'est pas produite. Mais pour revenir à la question de l'attention, plutôt, je dirais plutôt qu'aux conséquences, l'attention à la concrétude, à la particularité d'une situation. Hein. Concernant la question du mensonge, dans un autre ordre qui n'est pas celui du droit, mais celui de l'éthique, dans la doctrine de la vertu, Kant fait suivre ses analyses sur le mensonge de ce qu'il appelle des questions casuistiques. Et en disant, voilà, bon, est-ce que dire à un type qui vient d'écrire un livre que je croise, est-ce que je dois lui dire ce que j'ai pensé de son bouquin, si j'ai trouvé que c'était mauvais? Et Kant dit, est-ce que c'est un mensonge de ne pas dire que je trouve que son livre est nul. Et au fond, Kant dit, non, c'est un des exemples qu'il prend, il y a plusieurs exemples. Et au fond, ce qui veut dire, c'est qu'il faut faire attention à la situation d'interlocution. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a plein de situations où mon interlocuteur n'est pas en situation de penser que je vais lui dire exactement ce que je pense. Et alors, dans ces situations, au fond, où une parole n'est pas immédiatement reçue comme une parole de vérité, la question du mensonge, c'est pas est-ce que je peux ou pas mentir, c'est est-ce que telle ou telle parole serait un mensonge ou pas, y compris si elle ne dit pas tout ce que je pense, vous voyez. De même, quand je signe ma lettre en disant votre dévoué serviteur, est-ce que c'est un mensonge alors que je ne respecte pas la personne ou pas? Non, c'est des convenances sociales. Et donc on peut très bien aussi appliquer ce type de distinction, en tout cas d'attention à la concrétude d'une situation, à l'exemple dont vous parlez, vous voyez, en disant, mais au fond, est-ce que le type qui vient défoncer ma porte pour que je lui livre l'innocent qu'il poursuit, est-ce qu'il est en situation de s'attendre à ce que ce que je lui dirai sera l'expression sincère de ce que je pense, vous voyez? Peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Peut-être même qu'il va supposer. D'ailleurs, il ne va pas me le demander, il va me menacer. Il va me menacer. Et donc, au fond, vous voyez, ce qui est intéressant dans la position kantienne, et qu'on perd de vue si on caricature et si on lui fait analyser des situations qu'il ne pouvait pas avoir connues et qui sont des situations tragiques, ce qu'on perd quand même, c'est cette attention précisément kantienne contre la caricature, à la Peggy, etc. Cette attention kantienne à la concrétude des situations. Peggy qui disait le kantisme a les mains pures, mais en fait, il n'a pas de main. Je vais vous laisser conclure, Jean-François Kervégan. Vous pensez quand même que une lecture non stricte du propos de Kant lui ferait du bien, ou au contraire, il faut être radical? Non, jamais, ne jamais mentir, même dans la situation qui est au cœur de cette polémique. Alors, si on est kantien, ce qui n'est pas mon cas, je crois que la position stricte est bonne. Mais je voulais prendre juste très rapidement un exemple en changeant complètement de terrain. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vous laisse faire. Très rapidement, la question de l'insurrection politique. Kant a un raisonnement très curieux à ce propos. Il dit, si la Constitution est mauvaise, j'ai le droit de faire une révolution. Mais, si la situation est mauvaise, il faudrait faire une révolution. Mais je n'ai pas le droit de la faire. Et cependant, si je la fais, et si ça marche, alors j'ai raison. Je vous remercie. C'est le même problème. Je suis un peu désolée, c'est un énorme sujet que j'ai volontairement laissé un peu de côté. Et nous arrivons au bout de l'émission. Je suis vraiment navrée. On ne peut pas ouvrir cette question du droit à l'insurrection, qui est par ailleurs passionnant. Merci beaucoup, Antoine Grandjean et Jean-François Kervégan, pour vos éclairages sur Kant, la politique, la morale, le droit. C'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.